Donc, je m'appelle Caroline Champenois, je suis chercheuse au CNRS, je suis physicienne dans un laboratoire de Marseille et j'y suis depuis déjà une vingtaine d'années. Je n'ai pas grandi à Marseille, j'ai grandi dans le nord-est de la France, dans la Marne, dans une ferme. Et donc, j'ai grandi très, très loin du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et j'ai suivi une scolarité très traditionnelle des enfants de cet âge. Je suis allée au lycée et très tôt, j'ai développé un goût prononcé pour la physique. Ça, c'est clair. Mais je ne savais pas quel métier on faisait en aimant la physique. Vraiment, j'avais aucune idée des débouchés, de type de métier que ça impliquait. Mais je voulais faire de la physique, mais vraiment la faire. Ça m'a passionnée depuis très jeune, en fait. Et donc, je me suis laissée, comme j'étais une bonne élève, je ne me suis pas trop posé de questions au début. Vous savez, quand on est bon élève, on se laisse porter par une époque où on n'avait pas tant de choix à faire qu'aujourd'hui. Le lycée n'impliquait pas autant de choix qu'aujourd'hui, alors on se laissait porter et on allait jusqu'au bac de maths, physique. Et là par contre, c'était l'époque des choix et je ne connaissais rien au monde de l'enseignement supérieur, vraiment rien du tout. Donc là, mes enseignants de lycée ont eu un choix, enfin un impact déterminant sur moi. Ils m'ont dit de leur ton bourru, Champenois, vous êtes bonne en maths, vous irez en classe prépa. Très bien. Donc, ils m'ont donné un dossier, papier à l'époque, papier, que j'ai rempli et que j'ai envoyé à la classe prépa la plus accessible par train du domicile de mes parents. C'est comme ça que ça s'est choisi. Vous voyez, j'ai regardé les lignes de train, celle-là était pratique. Donc, je suis allée en prépa, sans trop savoir ce que ça impliquait finalement. J'avais bien compris qu'il fallait beaucoup travailler, mais je ne savais pas tellement à quoi ça préparait en fait. Et très vite, en discutant avec les autres personnes de ma classe, j'ai compris qu'on y préparait des entrées à des écoles d'ingénieurs. Et là, alors je ne savais pas tellement ce que c'était qu'une école d'ingénieurs non plus, mais j'ai assez vite saisi que ce n'est pas forcément là que je ferais beaucoup de physique. Enfin, j'arrivais pas à voir si finalement c'était là que je m'épanouirais, que je pourrais trouver un épanouissement, quoi, et que ça correspondait à ce que je voulais faire. Donc j'étais un petit peu déprimée. J'ai continué à travailler quand même parce que j'étais disciplinée et bien élevée, voilà. Jusqu'à ce qu'au forum de présentation des écoles, j'ai une révélation, puisqu'il y a eu quelques enseignants qui sont venus présenter les écoles normales supérieures. Et donc, j'ai compris qu'on pouvait passer par des classes préparatoires, qui sont une formation quand même très intéressante, très stimulante, etc. Mais, mais que l'école d'ingénieur n'était pas la seule issue. Donc, j'ai jeté mon dévolu sur les écoles normales supérieures. On est d'accord qu'il y a plus simple comme stratégie, il y a plus facile. Mais bon, j'ai réussi. Au bout du deuxième coup, j'ai redoublé ma deuxième année pour pouvoir entrer donc à l'école normale supérieure de Lyon. Où là, j'ai vraiment, c'était exactement ce que je voulais. Voilà, c'était ça. Parce qu'en gros, moi, je voulais une école de Sherlock Holmes. Voilà, ma motivation, c'est pour moi, voilà, la physique, c'est être Sherlock Holmes des lois de la nature. Et là, c'était une école de Sherlock Holmes. Donc, c'était parfait. Cursus classique, j'ai fait une thèse. Et puis, c'était encore une époque où on n'était pas forcément obligé de partir en postdoc à l'étranger pour faire ses preuves. Donc, je ne suis pas partie en postdoc à l'étranger, mais j'ai changé de thématique entre la fin de ma thèse et les postes qui ont suivi. Donc, ma thèse était à Toulouse et puis après, je suis venue à Marseille où j'ai été recrutée par le CNRS. Ma motivation depuis le début et ma façon de voir la physique, c'est vraiment traquer, traquer le coupable, c'est jouer au détective, mais avec les lois qui régissent les phénomènes naturels. Que ces phénomènes naturels concernent des aspects très techniques ou même biologiques, chimiques, etc. Il y a toujours à la base des lois élémentaires, des principes élémentaires. Et ça m'a toujours motivée. Et ce qui m'a très vite plu dans les sciences physiques, parce que moi je suis d'une génération où on faisait de la science physique dès la sixième au collège, donc c'était très précoce. Et vous imaginez que les petites expériences qu'on faisait en sixième, c'était quand même très light, c'est des interrupteurs, des ampoules et des fils. Mais rien que ça,
rien que ça, j'ai trouvé, c'est un énorme éveil à ce que c'était que la démarche scientifique. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'a toujours plu dans cette idée de faire de la physique, c'est de mettre en pratique une démarche, c'est-à-dire observation, hypothèse et expérience pour valider l'hypothèse, etc. Et encore aujourd'hui, j'utilise toujours la même recette. Et ça, je trouve ça très, très motivant. En fait. Alors, je suis une expérimentatrice, donc ça implique un investissement, une présence physique sur les expériences quasi quotidienne. Alors maintenant que je prends de l'âge, c'est pas toujours moi qui suis dans la salle de manip tous les jours, même si j'y rentre encore. Hein, mais donc, je dirais intellectuellement, oui, une partie de mon temps de cerveau est consacrée à penser des expériences, interpréter ces signaux, imaginer de nouvelles expériences, de nouveaux protocoles. Et puis maintenant que je suis responsable d'une équipe, pas très grande, mais certes une petite équipe quand même, une partie de mon temps est consacrée à gérer le budget, réfléchir à à d'autres stratégies pour assurer la pérennité de cette activité de recherche. Voilà. Et je consacre aussi pas mal de temps à l'encadrement des jeunes qui nous rejoignent en équipe, qu'ils soient en licence, en master ou qui fassent leur thèse. Ouais, je consacre beaucoup de temps à la formation. Ouais. Alors, j'entends de plus en plus l'idée que c'est difficile. Et j'ai l'impression de l'entendre beaucoup plus qu'il y a 20 ans. Alors, je ne vais pas prétendre que c'est facile, ce n'est pas ce que je veux dire, mais je ne sais pas si c'est le mode de transmission qui a inculqué ça ou le fait que notre société devient tellement environnée de choses qui sont technologiquement très avancées que ça nourrit cette idée, j'en sais rien. Peut-être aussi, j'en discute avec des collègues, c'est qu'on pourrait décrire l'apprentissage en physique. La physique est une science qu'on dirait intégrative. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, pour arriver à un cours de niveau master assez élevé, il n'y a pas à tergiverser, quoi. Il faut quand même passer étape par étape. C'est ça que j'appelle l'intégrative. C'est-à-dire qu'il y a les bases de la physique qu'il faut bien intégrer, s'accaparer. Et c'est un côté peut-être ingrat et fastidieux qui plaît moins. En tout cas, voilà, cette idée que la physique est très difficile, des fois, m'étonne. Parce que, je veux dire, pour moi, ce n'est pas plus compliqué que de la biologie ou des maths, mais ça a l'air d'être devenu un mythe de la science très difficile en ce moment. Voilà. Et les idées reçues, il y a encore des gens qui croient que c'est pour les hommes, mais bon, j'espère qu'il n'y en a plus trop, même. Quand même un peu, si. Il y en a qui sont encore surpris d'imaginer que des femmes peuvent choisir ce métier. Oui. Alors, 2 exemples. Oui. Donc, une partie de nos travaux sont liés à ce qu'on appelle la métrologie des fréquences, c'est-à-dire fabriquer des horloges atomiques. Donc, les horloges qui sont embarquées dans les satellites pour la navigation, des horloges qui aident à naviguer, à transmettre des données avec grande précision, etc. Donc, dans l'équipe dont je suis responsable aujourd'hui, on ne fabrique pas des horloges atomiques, parce que ça, c'est réservé aux laboratoires nationaux de métrologie, etc. Mais je dirais que la plupart de nos recherches ont en tête d'améliorer les performances des horloges ou d'en comprendre certaines limitations, en tout cas participent à cet effort d'amélioration des mesures de précision. Et une autre expérience aujourd'hui qui, si elle donne ses fruits, aussi nous rendra très, très, très fiers. On espère démontrer un nouvel outil pour détecter des énormes molécules comme des virus. Voilà. Mais sans les casser et à les détecter de façon très efficace sans qu'il y en ait beaucoup dans l'échantillon. Voilà. Donc, vous voyez, c'est de l'autre bout du spectre, des choses très précises et puis des choses très, très grosses. Ça, c'est les magies de la physique. Avec les mêmes phénomènes physiques, on peut faire des choses qui, des fois, de loin, peuvent laisser croire qu'elles n'ont aucun rapport. J'ai pas le souvenir, j'ai pas l'impression d'avoir eu à me battre.
D'une part, je pense, parce que comme ma famille très, très rurale, hein, ma famille d'agriculteurs, en gros, ne- tous les métiers qui sortaient de la sphère de proximité leur étaient inconnus. Bah, chercheur ou médecin ou avocat, de toute façon, c'était inconnu. Donc pour eux, c'était pas pire, ou pas plus exotique, ou pas plus incongru. Vous voyez, c'était l'inconnu de toute façon. Donc, j'ai jamais eu aucun message décourageant de la part de ma famille. Quelque chose d'autre qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière, c'est que le compagnon que je me suis choisi fait un métier très proche du mien, en fait. Et au moment où on construit une famille, on a des enfants, de pouvoir répartir équitablement les charges autour de s'occuper des enfants, de gérer la vie de famille, etc. Quand la répartition est équitable, ça aide énormément. Alors, bah, finalement, oui, de fait, parce que je croise beaucoup plus de collègues hommes que de collègues femmes. Voilà, ou quand je suis en conférence et que je me retourne dans la salle, oui, de fait, oui, c'est en effet plus masculin que féminin parce qu'il y a il y a beaucoup plus de femmes. Là, dans mon domaine de recherche, à la louche, la répartition, c'est un quart de femmes, trois quarts d'hommes. Euh, Sinon, bah non, quand je rentre dans ma salle de manip, je me sens tout aussi en compétence et à ma place que mes collègues hommes. Donc, d'un point de vue individuel, non. Et d'un point de vue collectif, bah oui, parce que c'est le nombre qui se montre, quoi. Euh, Après, voilà, je fais tout avec plein d'autres collègues, on fait tout pour que les choses changent et donner envie à des jeunes femmes de rejoindre ce métier et d'y rester, parce qu'en fait, il y a pas mal de jeunes femmes en thèse, je trouve. Enfin, il pourrait y en avoir encore plus, mais l'enjeu, c'est de rester. Et c'est un parcours du combattant de rester dans le monde de la recherche. Alors, on peut faire de la recherche hors du monde académique, hein, on est d'accord. Mais aujourd'hui, en tout cas, le monde académique n'envoie pas des messages de grande bienvenue, hein. Disons que c'est un monde qui a été construit par les hommes, vu qu'ils étaient pratiquement en exclusivité pendant très longtemps. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'ils s'y sentent très bien. Ils l'ont façonné à l'image de ce qu'ils sont, mais ils ne le sont pas intrinsèquement non plus. C'est-à-dire la société attend des hommes qu'ils se comportent d'une certaine façon. Ils se comportent de cette façon, qu'ils soient bouchers, boulangers ou chercheurs, hein. On vit tous dans le même monde. Et ce qui fait que bah, quelquefois, on se sent pas très à sa place dans ce système de valeurs où on vous demande d'être énergique, tonique, leader. Vous voyez, tous ces qualificatifs ou ces qualités, qui peuvent être des défauts hein, aussi, qu'on associe volontiers à l'esprit, enfin, qu'on associe à la capacité à entraîner les groupes, à impulser des nouvelles idées, etc., etc. Mais ça, c'est une façon de faire de la recherche. Il y en a plein d'autres. Ben, ouais, voilà, faire comprendre ce que je viens de vous dire, en fait, c'est qu'il n'y a pas un profil type euh, pour être une bonne chercheuse ou un bon chercheur, et toujours, hein, que ce soit dans le monde académique ou en R&D dans une entreprise, hein, moi, je pense qu'il y a des qualités non négociables. Il faut de la rigueur, hein, il faut un sens critique, il faut de la persévérance, il faut savoir exposer ses idées avec clarté, etc. Mais voilà, ça, ce sont des compétences qui, je pense, sont non négociables si on veut faire de la physique, même des sciences en général. Mais après, le reste c'est du style. C'est un moyen de le faire. Et finalement, si on jouait plus le jeu du collaboratif et d'imaginer qu'au sein d'une équipe, eh ben oui, on peut laisser le rôle du beau parleur ou de la belle parleuse à une ou deux personnes qui sont à l'aise, qui trouvent leurs mots, qui sont entraînées pour ça, parce que ça ne vient pas tout seul, hein, etc. Mais aussi tolérer qu'au sein de l'équipe, il y ait des gens plus discrets, plus modestes, qui n'ont pas envie d'exposer toutes leurs idées devant un grand public parce que ça les met mal à l'aise, mais qui néanmoins
ont des contributions cruciales, qui ont un savoir-faire dont ils font profiter leur équipe. Enfin voilà, il faut accepter il faut tous les styles, je dirais, pour qu'on avance ensemble et ne pas imposer ce profil de Superman là, ou de Superwoman, vous voyez ce que j'imagine, hein, avec charisme, scintille, paillettes, etc. Non, tout le monde ne collera pas dans ce style. Et si on impose à tout le monde de rentrer sur ce modèle, je veux dire, on va tous finir par cloner le même schéma de personnes. Et surtout, on va... Je dirais surtout que malgré toutes les difficultés qui s'annoncent, si vraiment ce qu'elle a envie de faire, il faut pas lésiner. Mais ça, tout le monde dit ça, donc c'est un peu tarte à la crème. Alors, je vais donner quelques conseils constructifs, on va dire, utiles. Je lui dirais de se trouver un ou une mentor. Je trouve que c'est très important, quand on n'est pas sûr de soi ou qu'on ne sait pas encore trop bien où on va, de s'assurer du soutien de quelqu'un qui connaît mieux le milieu et qui est capable de conseiller de façon bienveillante et désintéressée. Alors que ce soit un homme ou une femme, ce qui est important, c'est que ça colle. Hein, c'est un compagnonnage, le mentorat. Donc, il faut qu'il y ait une espèce de petite mayonnaise qui prend. Ça peut être un des enseignants que vous avez à une époque où vous faites un choix et vous allez vers un enseignant pour poser une question et vous trouvez que l'échange se passe bien. Mais il faut cultiver cet échange. Et si vous n'avez pas l'occasion de trouver un ou une mentor, il y a de plus en plus d'organismes qui aident les jeunes physiciennes, les jeunes scientifiques à trouver une mentor. Femmes et Sciences le fait dans certaines villes. La Société française de physique le fait pour les jeunes physiciens et physiciennes. Personnellement, moi, je me suis occupée pendant des années, et ça tourne encore, enfin, du mentorat pour jeunes physiciennes au sein de la Société française de physique. En fait, c'est très important. Ça peut vraiment changer beaucoup de choses parce qu'au moment de s'orienter, on est traversé par des moments de doute. On ne sait pas si on fait le bon choix ou pas. Et de pouvoir partager ses doutes avec une personne, je le dis, qui est juste une oreille accueillante, une épaule chaleureuse, quelqu'un qui va vous écouter, vous faire voir les choses sur différents aspects, détraumatiser la situation peut-être, et puis vous faire partager sa propre expérience, ça peut vraiment faire la différence. Donc mon conseil, ce serait trouvez-vous un ou une mentor. Et vous la gardez sous le coude pendant quelques années. Voilà, ça c'est mon conseil.